Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par La Poste Solutions Business et son offre e-éducation qui a vocation à promouvoir et à déployer l'usage du numérique éducatif dans l'ensemble de nos régions. La Poste s'engage auprès des établissements scolaires en proposant des solutions sur mesure, comprenant du matériel et des services associés pour mettre en place une offre numérique adaptée à chaque établissement. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'EdTech France, le podcast. Quand tu mets la tête dans un masque de réalité virtuelle, le média disparaît. Je devais monter tout en haut d'un immeuble et après sauter dans le vide. Il faut essayer pour adopter. Tu as l'illusion de la non-médiation. Ça va développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Les taux de mémorisation sont supérieurs de 20 à 30%. On peut méditer, on peut se relaxer. On peut imaginer des chirurgiens qui s'entraînent en VR. Pour figer une scène de crime, On peut se former. Comment est-ce que je transfère cette connaissance en compétences ? il s'est dit « Tiens, c'est formidable ce que j'ai ressenti, peut-être qu'un jour mon réseau social, il sera en VR. On n'a aucune limite d'industrie. » Et un mois après, il faisait un chèque de 2 milliards de dollars. Il y a une maturité dans l'utilisation de la VR. Et bien pour cette deuxième partie du podcast consacrée à la réalité virtuelle, après avoir dressé l'état des lieux du marché en France, on va maintenant explorer les usages de cette technologie. Et pour cela, j'ai le privilège de recevoir Bertrand Wolf, qui est le cofondateur du Pavillon. Alors le Pavillon, c'est un lieu situé à Paris qui est dédié aux usages de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour l'entreprise. Un lieu qui est proposé par Antilogie, qui se trouve au NUMA. Bonjour Bertrand. Bonjour Rémi. Bienvenue. Alors, Merci, est-ce que Rémi. tu peux te présenter en quelques mots, toi qui es un pionnier de la VR, c'est ça? Pionnier, non, parce que ça fait seulement 4 ans que j'ai mis la tête pour la première fois dans un masque de VR. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle de la VR, ça remonte un peu à la préhistoire. Mais mon histoire personnelle commence bien avant. C'est ma 3e vie professionnelle. D'accord. J'ai d'abord travaillé dans la communication, en agence de com. Ensuite, dans la production audiovisuelle, où je produisais des contenus financés par des marques qui étaient distribués ou diffusés dans des environnements digitaux. D'accord. Et un jour, j'ai mis la tête dans un masque de réalité virtuelle. J'ai commencé par produire des contenus. J'ai été obligé, comme tous les producteurs de réalité virtuelle, de faire de l'évangélisation, parce qu'il est difficile de vendre quelque chose qui n'est pas l'évangélisation, connu. c'est convaincre, expliquer, démontrer. C'est faire essayer, Ouais. tout simplement. Ouais. Et petit à petit, avec Émilie Gobamigno, qui est mon associée et cofondatrice de notre société Antilogie et de ce lieu, le Pavillon, on a trouvé qu'il y avait un enjeu plus intéressant pour nous dans l'évangélisation que dans la production, et on en a fait notre activité principale. Pour une raison très simple qu'on vient d'évoquer. C'est une technologie expérientielle, donc on n'a pas essayé. C'est très difficile de comprendre ce que l'on peut ressentir quand on est en réalité virtuelle. D'accord. Alors justement, puisqu'il faut essayer pour adopter, on est allé au Pavillon, on a fait une petite visite et on va écouter ce qui s'y passe. Le Pavillon, c'est un lieu d'expérimentation et de découverte sur les usages professionnels de la réalité virtuelle et augmentée. Faut pas oublier. Déjà, j'ai une question. Tout le monde a testé la réalité virtuelle? Jamais? Moi, j'ai déjà testé un jeu qui faisait extrêmement peur, comme la plupart des jeux en VR. Oui, moi, j'ai testé... je devais monter tout en haut d'un immeuble et après sauter dans le vide. Donc, je l'ai pas fait. On peut voyager, on peut être dans des films, on peut méditer, on peut se relaxer, on peut se former. Dis donc, ça en fait des choses. Mais alors, vous recevez qui au Pavillon? Parce que j'ai cru comprendre là qu'il y a des gens qui venaient essayer, c'est ça? Et oui, c'est le grand intérêt du Pavillon, et c'est ce qui rend ce lieu unique, même unique au monde. C'est la base de données de plus de 500 cas d'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Marion, la coordinatrice événementielle du Pavillon, a raison de ne pas l'oublier. Des cas d'usage utilisés par les entreprises dans leur activité professionnelle quotidienne. Et c'est ce que nos visiteurs, qui sont donc essentiellement des corporates, essentiellement des entreprises, grands comptes et ETI, c'est ce qu'ils viennent découvrir, c'est ce qu'ils viennent comprendre, c'est ce qu'ils viennent expérimenter. C'est-à-dire, c'est des gens du service ressources humaines, c'est des directeurs commerciaux, qui est-ce qui vient? Alors, il y a 3 tiers. Un tiers, c'est des gens qui sont envoyés par les départements d'innovation, donc
qui veulent faire de l'acculturation. Okay. Un tiers, c'est des ressources humaines, donc des gens qui veulent avancer sur les sujets de recrutement, de formation et de sensibilisation. D'accord. Et puis le dernier tiers, c'est plutôt des métiers, oui, des gens du marketing, des gens de communication, des gens du commerce, et des gens de la santé et de l'industrie. Et si moi je suis un particulier intéressé, je peux venir au pavillon ou pas? Mais bien sûr, cher Rémi, vrai. mais si, parce que notre vocation première, c'est quand même de faire en sorte que la VR se démocratise. Donc, on ne dit quasiment jamais non. Et donc, on a organisé tous les vendredis matins des visites pour les curieux. À 9h30, à 10h30. C'est gratuit. C'est gratuit. Le vendredi matin uniquement, c'est gratuit. C'est une visite qui dure 3/4 d'heure et qui permet de comprendre ce qu'on y fait et puis de faire une petite expérience qui est assez marquante en général. Justement, on va écouter une personne en train de vivre une expérience immersive. Et tu vas nous expliquer ensuite de quoi il s'agit. Ah, excellent. Ouh, c'est étonnant quand même. Ah, c'est bizarre, hein. Waouh. Faut pas que je donne trop de commentaires alors pour que les filles découvrent après. Oula, oui. Ouf. Il faut que j'aille le récupérer ? Tout à fait. Donc il faut que je marche là ? Tout à fait. Oh, c'est pas vrai. Par contre, je vois pas mes jambes, c'est normal ? Oui. Ah, mais attends, mais faut que j'avance comme ça, au-dessus du vide ? Ah, mais c'est flippant. C'est quoi ce truc ? Non, mais attendez, je peux pas là. Et pourquoi je vois pas mes jambes ? Non, mais c'est pas possible. Ah, d'accord. Et là, il faut que j'appuie en fait ? Ouais, c'est ça, tais-toi. Viens là. Bravo. Ah, il y a plein de petits cœurs, c'est mignon. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Mais elle fait quoi, Bertrand, là? Elle voit pas ses jambes, il y a des petits cœurs. Elle voit pas ses jambes parce qu'elle a un masque de réalité virtuelle sur la tête, donc elle voit pas l'environnement dans lequel elle est. Elle voit pas qu'elle est au pavillon, qu'elle marche sur le plancher du pavillon, donc elle est dans une situation tout à fait safe. Non, ce qu'elle voit, c'est qu'elle est sur une planche, avec 100 mètres de vide sous la planche, et un petit chaton à sauver qui est à 5 mètres au bout de la planche. C'est lui qu'on a entendu miauler, alors. Exactement, et il miaulait parce qu'il était en détresse. Et ce qui est amusant, et c'est pour ça qu'on fait faire cette expérience à quasiment 100% de nos visiteurs, c'est que c'est en 20 secondes une façon de ressentir et de comprendre ce qui rend la réalité virtuelle aussi puissante et aussi unique en tant que média, puisque la moitié des gens n'arrivent pas à faire les 3 pas qui sont nécessaires pour aller attraper le chat, alors qu'ils savent bien qu'ils sont en parfaite sécurité au pavillon, naturellement. On va entendre justement les réactions de cette jeune fille après cette expérience. On s'y croyait, j'avais un petit peu le vertige quand même. Hein. Franchement, j'ai senti des émotions et un peu de stress et d'adrénaline quand j'étais tout en haut et que je devais prendre le chat, là. C'est stressant de ne pas voir ses jambes et de voir le vide en dessous. Quand on monte dans l'ascenseur, là, ça y est, on s'y croit vraiment, en fait. Je pense que c'est bien d'avoir cette expérience dès le début, de sensation où on monte tout de suite. Et là, on s'immerge complètement dans l'expérience, en fait. Alors, la vérité, c'est que moi, je l'ai fait aussi, Bertrand. Et moi, j'ai sauvé le chaton. Mais quand j'ai retiré le casque, j'avais les mains moites et j'avais le cœur qui battait, ce qui montre bien que le corps est trompé d'une certaine manière. Il est vraiment ailleurs. C'est le cerveau qui est trompé, en fait. Et le cerveau t'envoyait des symptômes, des tremblements, une petite bouffée de chaleur. Il t'envoyait des symptômes pour te dire « N'y va pas, Rémi, c'est trop dangereux ». Et le cerveau était sous tension. Et cette jeune femme a raison, la petite montée en ascenseur permet de mettre le cerveau sous tension. À partir de là, il oublie d'analyser l'environnement. Il oublie que réellement on est au pavillon. Il oublie que cet environnement est entièrement digital. Et c'est un graphisme qui n'est pas du tout réaliste. Mais il dit juste n'y va pas parce qu'il y a peut-être un danger. Ce qui rend la réalité virtuelle tout à fait unique en tant que média s'appelle l'illusion de la non-médiation. Qu'est-ce que c'est, ça ? Les gens qui nous écoutent là, ils savent bien que nos voix sortent de leur smartphone. Ils n'oublient pas que le smartphone est là. Quand tu regardes la télé ou quand tu es au cinéma, l'écran est présent. Quand tu lis un journal, quand tu tiens un bouquin, le média est en parfaite conscience. Quand tu mets la tête dans un masque de réalité virtuelle, le média disparaît. Le média devient transparent. Tu as l'illusion de la non-médiation. Et pour ton cerveau, quand il n'y a pas de média, ça s'appelle la réalité. Le cerveau, et quand il hésite entre le virtuel et le réel, t'incite à te comporter comme si c'était réel. Comme si c'était réel. D'où cette hésitation avant d'aller sur la planche pour sauver le chat. Sache que ce qui a mis le feu aux poudres de la VR moderne, il y a 5 ans, c'est une visite de Mark Zuckerberg dans un laboratoire à l'université de Stanford aux États-Unis, un laboratoire spécialisé dans la VR depuis 15 ans maintenant. Et il a fait cette expérience de marcher sur la planche. Donc Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Le patron de Facebook. Il s'est dit, tiens, c'est formidable ce que j'ai ressenti. Peut-être qu'un jour, mon réseau social, il sera en VR. Et un mois après, il faisait un chèque de $2 milliards
pour acheter une start-up avec 10 personnes et un prototype. Cette start-up s'appelle Oculus et aujourd'hui, c'est un des masques les plus répandus sur le marché, un masque de réalité virtuelle. Alors justement, appliqué à la formation, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie une chose très simple, c'est que quand on fait quelque chose en réalité virtuelle, c'est assimilé à une expérience et non pas à de la connaissance. Et je crois que c'est Einstein, qui n'était pas un grand pro de la VR, mais qui a dit que tout ce qui nous fait progresser dans la vie est lié à l'expérience, et tout le reste, ça s'appelle juste de l'information. Et chacun sait que de l'expérience naît cette capacité à progresser. Et donc, dans un contexte de formation, la VR permet de faire des mises en situation. Alors, concrètement, 2-3 exemples, c'est quoi ? C'est des formations sécurité ? On pense spontanément à ça ? C'est la médecine ? C'est quoi ? Bien sûr, ce sont des formations à des gestes techniques, par exemple. Donc, on va apprendre le séquencement des consignes en cas d'incendie dans un bureau. Voilà, tu es au boulot, un feu se déclenche, qu'est-ce que tu dois faire ? Il y a une dizaine de trucs à savoir, c'est très facile de les apprendre. Par contre, comment tu vas les appliquer le jour où ça arrive, où toi-même tu es en stress, à côté de tes collègues qui sont peut-être en panique, avec la fumée, avec le bruit de la sirène, avec l'incendie. La réalité virtuelle permet de recréer un environnement que ton cerveau perçoit comme réel. Et donc, du coup, tu agis comme si tu étais réellement face à une situation d'incendie. Ça allie à la fois théorie et pratique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit déclencher l'alarme, aller chercher l'extincteur, mais c'est pas la même chose de le savoir que de le faire. C'est pas la même chose de le savoir et de le faire en situation. C'est ça. Il y a un exemple qui est extrêmement connu en matière de formation, c'est l'exemple de Walmart, qui est la société qui est la plus avancée au monde en matière d'utilisation de la VR en formation. Une des premières formations qu'ils ont testées, c'était une formation au Black Friday. Et lors du Black Friday, c'est émeute dans chaque magasin. Et comment veux-tu former tes salariés à ce jour très, très particulier ? Ce jour qui a aussi une importance incroyable en termes de business. Donc un jour où tous les collaborateurs doivent être aussi lucides et performants que d'habitude. Il suffit en fait de filmer cette scène en réalité virtuelle, d'y mettre des attributs de formation, donc par exemple des choses à détecter qui sont des anomalies, du type un bébé de 18 mois tout seul dans son caddie parce que ses parents sont en train de s'étriper pour un t-shirt. Moi, en tant que salarié dans cette situation de réalité virtuelle, je dois intervenir pour éviter à cet enfant d'être blessé. Donc c'est très facile à recréer en fait en réalité virtuelle. Et ça illustre un des points forts aussi de la réalité virtuelle, en fait, c'est de recréer des situations qui sont très difficiles ou très coûteuses à faire en vrai, d'une part. Et ça illustre aussi la possibilité qu'offre la réalité virtuelle de mettre les apprenants dans une situation de prise de risque. Et puis on peut répéter 10 fois la scène. La réitération est évidemment infinie. Et ben justement, on va écouter un certain Homéric de Sarthe, que tu connais, j'imagine, qui est CEO d'une solution qui s'appelle PitchBoy. C'est une simulation intelligente et immersive de conversation avec un client. Voilà, leur solution permet notamment de former les vendeurs. On l'écoute. On apprend beaucoup mieux avec la réalité virtuelle parce qu'on est immergé dans un univers réaliste. On a la possibilité de s'entraîner autant de fois qu'on le souhaite sans avoir de barrières, sans non plus avoir le regard de l'autre. Donc on n'a pas cette pression qu'on peut avoir. Et surtout, par rapport à toutes les formations classiques qui vont vous amener à avoir la connaissance, là, on va être comment est-ce que je transfère cette connaissance en compétence ? Et donc on va être dans la répétition de la situation. Et ça va développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, à savoir quand je suis face à un client mécontent, le fait de l'avoir une première fois, eh bien je suis sous le choc. Le fait de l'avoir une deuxième fois, un peu moins. Et plus je vais avoir cette situation, moins je vais être choqué. Et donc, plus je vais être à même de réagir et de traiter sa problématique le plus professionnellement parlant. C'est-à-dire que demain, si je fais face à n'importe quel client mécontent, je saurai exactement comment faire face à cette situation. Bertrand, ta réaction, tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire ? C'est ce qu'on appelle aguerrir, tout simplement. C'est-à-dire que des situations qui génèrent du stress, de la tension ou un fort enjeu, on les vit quotidiennement dans une vie professionnelle. En fait, avec la réalité virtuelle, comme le précise Homéric, en répétant les choses, on ne fait pas disparaître le stress ou la tension. Simplement, on arrive à constater qu'on peut être très performant, même dans des situations de stress. On s'acclimate, on s'aguerrit à ce type de situation.
On est passé un peu de l'outil, du gadget, à vraiment un outil sérieux, utile, éprouvé, quoi. Il y a une maturité dans l'utilisation de la VR, c'est ça? Il y a une maturité et ça va même assez vite, hein, comme l'évoquait Olivier précédemment. Il y a un écosystème qui est très très vivace en France avec des centaines de startups. Et nous, on l'a vu simplement en à peine 1 an et demi d'exploitation du pavillon. On est passé de visiteurs qui demandaient qu'est-ce que c'est que la VR à des visiteurs qui disent comment je m'y mets aujourd'hui, comment j'avance. On est passé de la curiosité à l'usage. Absolument. Alors on va entendre justement Omeric qui va nous donner son avis et son expérience avec Pitch Boy. Les secteurs qui vont être le plus propices, ça va être tout ce qui va être l'hôtellerie et le retail, parce qu'on est en lien, en contact direct avec les clients. Donc si on peut former les collaborateurs à s'entraîner et faire face à cette situation-là, eh bien ils peuvent gagner en confiance, et donc ça se ressent le jour J, qu'on ait un client mécontent, qu'on ait un client satisfait, qu'on ait un client sympa ou pas. On est sur toutes les industries. Pourquoi ? Parce que l'élément différenciant, c'est la voix. Et la voix, c'est ce qui nous permet en tant qu'être humain de communiquer entre les uns avec les autres. Donc, toutes les sociétés ont des besoins de formation. Si en plus, on leur donne la possibilité de mettre leur savoir-faire à disposition et de l'adapter librement aux problématiques de leur métier, on n'a aucune limite d'industrie. Alors l'hôtellerie et le retail notamment parce que ce sont les solutions Pitch Boy. Mais Omeric le dit, aucune limite d'industrie. Tu es d'accord avec ça ? Absolument. Aujourd'hui, littéralement, tous les secteurs commencent à utiliser la VR. Et même le médical, on peut imaginer les chirurgiens qui s'entraînent en VR. Ils s'entraînent en VR. Ils s'entraînent en VR déjà. En fait, dans le secteur médical, la VR est utilisée à la fois pour soigner les gens. Aujourd'hui, il y a des champs d'études scientifiques où l'on teste l'efficacité de la VR par rapport à l'efficacité d'une molécule chimique, par exemple pour la préparation des patients avant un traitement invasif. Mais c'est également utilisé en formation, soit sur du geste technique pour des chirurgiens, soit sur de l'acclimatation, entre guillemets, c'est-à-dire former des infirmiers à l'ambiance du bloc opératoire, par exemple. C'est intéressant qu'ils puissent le faire, qu'ils puissent le réitérer dans le cadre de leurs études avant le jour J de la première opération. Des policiers, des militaires, ça c'est utilisé aussi ou pas ? C'est les premiers à l'avoir utilisé. Alors évidemment, les militaires s'entraînent sur des terrains de combat virtuels. Hein. On peut imaginer facilement que demain, avant d'intervenir sur une prise d'otage dans un lieu, il pourrait s'entraîner quelques heures avant l'intervention dans une maquette 3D de ce lieu. Les policiers l'utilisent par exemple, j'ai vu un exemple aux Pays-Bas, pour figer une scène de crime et pouvoir y revenir à loisir. Pour mener l'enquête et lors d'un procès, s'il y a un procès. Donc la reconstitution permanente, quoi, en quelque sorte. Forever, oui, c'est ce que fait très bien une société française qui s'appelle Iconem, qui fait de la captation volumétrique des lieux qui ont été détruits par Daesh et qui qui étaient avant Daesh et qui sont allés après Daesh et qui permettent de... Voilà, il y avait une exposition à l'Institut du Monde Arabe il y a quelques temps. C'est que, a priori, c'est efficace. On va entendre Omeric nous parler de la mesure d'efficacité de ces solutions. Les KPI, ça va être quel est le pourcentage de réussite de mon collaborateur par rapport à la simulation qu'il vient de faire. Le contraste avec les résultats sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu une progression ? Et enfin, c'est la possibilité d'avoir un retour personnel sur chacun des collaborateurs individuellement, mais aussi de voir par rapport au groupe. Un exemple que je prends souvent, c'est de dire, tiens, je prends un groupe de commerciaux, si au moment du closing dans la simulation, j'ai 40% des effectifs qui ont des difficultés, eh bien ça me permet de savoir de manière très pragmatique qu'ils ont besoin d'une formation sur ce sujet-là. Alors les KPI, c'est les indicateurs de performance, donc ils me permettent de mesurer l'efficacité de la solution. Et puis le closing, c'est le moment où on va faire affaire, en quelque sorte. On va signer le contrat. Pour élargir, en fait, ça illustre un point de force de la VR. On a évoqué la réitération, la possibilité de prendre des risques. Mais il y a aussi la mesure des choses. Et ça permet, par exemple, d'objectiver des choses qui se font à dire d'experts simplement aujourd'hui. J'ai en tête une formation pour des peintres industriels qui permet donc de s'entraîner à peindre une cabine de train, en l'occurrence, avec un pistolet de peinture réel, couplé à une manette
de réalité virtuelle qui ne projettent de la peinture qu'en réalité virtuelle. Donc, en vrai, on pourrait le faire ici. On mélange le réel. On mélange le réel, oui, parce que le peintre, dans sa main, quand il tient le vrai pistolet de peinture, sa main lui dit, c'est le vrai pistolet de peinture. C'est le poids, c'est la forme, j'ai le retour de force de la poignée. Et quand ses yeux voient la peinture virtuelle projetée sur la cabine de train virtuelle, pas de doute, il est en train de peindre. Sur cet exemple-là, on peut mesurer la trajectoire du pistolet, l'angle avec lequel il a attaqué la surface, et même l'épaisseur de peinture déposée à 15 microns près. C'est des choses qui sont impossibles à faire dans la vraie vie. Ça permet d'objectiver une maîtrise technique d'un geste. C'est la capacité, par exemple, à suivre le regard, ce qu'on appelle l'eye tracking. Pour valider que dans un entretien commercial, par exemple, ou un entretien d'embauche, j'ai plutôt regardé mon interlocuteur dans les yeux que de pointer mes chaussures. Voilà. J'imagine que les entreprises qui viennent te voir en pavillon sont séduites, charmées sans doute, mais il doit se poser cette question de l'efficacité, de la preuve. Comment tu réponds à ça ? Je sors des études qui ont été réalisées dans des universités, dans des labos de recherche qui permettent, par exemple, de mesurer le taux de mémorisation qui est supérieur sur deux groupes, un groupe qui a étudié un sujet en VR, un groupe qui l'a étudié de façon classique. Les taux de mémorisation sont supérieurs de 20 à 30%, par exemple. Ou simplement, je reviens à l'exemple de Walmart, quand ils annoncent qu'ils vont former 1 million de salariés grâce à la VR cette année, en 2019. 1 million de salariés. Ça en fait des casques, là. Ça en fait 17 000, pour être précis. 17 000. 4 dans les grands magasins, 2 dans les petits, puisque les formations ont lieu directement là où les gens travaillent. Donc Walmart, avant de prendre cette décision, l'a testé évidemment auprès de un peu plus de 100 000 salariés. Et ils ont partagé 2 chiffres. Le premier, c'est la note obtenue par les apprenants à l'issue d'une formation. Classique. 70% des apprenants en VR ont une note supérieure à celle des apprenants de façon classique. Et la deuxième note, que je trouve encore plus intéressante, c'est la note d'évaluation par les apprenants eux-mêmes. Ceux qui ont appris en VR ont eu une note de satisfaction 30% plus élevée que ceux qui ont appris de façon classique. Et pour fréquenter pas mal de formateurs au pavillon, on entend souvent dire qu'une des principales difficultés, c'est de faire venir les gens en formation, c'est de les séduire. Donc c'est à la fois... ça marche, et c'est prouvé, et en même temps, ceux qui l'expérimentent trouvent ça plutôt chouette, quoi. Ceux qui l'expérimentent trouvent ça plutôt chouette, effectivement. Les études disent que les gens qui essayent la VR pour la première fois, à 90%, ont envie de réessayer. Et ça se maintient. Ça, c'est bien pour un lieu comme le pavillon, dont l'objet de l'expérimentation. L'essayer, c'est l'adopter, quoi. Oui, mais l'enjeu est plutôt... notre enjeu est plutôt à faire en sorte que ce soit les entreprises qui l'adoptent et les salariés des entreprises qui en profitent. Bien sûr. Alors, comme souvent dans les techs, c'est le corporate, c'est l'entreprise qui est moteur, et tu le démontres assez bien. Est-ce qu'on peut imaginer que la VR puisse aussi avoir un avenir ailleurs, notamment dans l'enseignement supérieur, où il y a quelques initiatives déjà, et voire même à l'école ? Alors, dans l'enseignement supérieur, oui, il y a des gens qui ont déjà pas mal avancé. En France, par exemple, il y a une école qui s'appelle... Neoma Business School. Neoma Business School, tout à fait, qui depuis maintenant 2 ans utilise la VR pour faire des use cases, donc pour plonger les étudiants dans une situation tout à fait réaliste. Et je crois que cette expérience a même été primée à l'international. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, ces projets restent l'apanage de quelques initiatives individuelles, mais comme souvent, quand une technologie arrive, il y a quelques early adopters. Il y a quelques early adopters, il y a quelques évangélisateurs. Et peut-être dans des CFA où là... on va sur des métiers techniques, ça se fait déjà ? Ça se fait, tout à fait. Il y a des machines-outils virtuelles, par exemple, qui permettent de mettre des apprentis en situation et éviter tout danger pour le jour où ils devront le faire sur la vraie machine-outil. C'est plus avancé dans les CFA que dans les lycées, clairement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on va encore plus loin, des formations qui seraient uniquement en ligne et en virtuel ? Ça paraît possible, ça où il faut un formateur à un moment donné. Mais le formateur peut lui-même être en virtuel. Aujourd'hui, il y a des systèmes de classes où on peut être plusieurs dizaines de personnes simultanément dans un lieu virtuel. Chacun étant... Donc chaque avatar représentant... Chacun étant chez soi, au bureau, à l'autre bout du monde, peu importe. Et on se retrouve tous en réalité virtuelle, représentés par un avatar. Mais le cerveau est très très souple. Si je vois un vilain avatar, mais que j'entends ta voix, Rémi, et que je vois au-dessus de ta tête que c'est écrit Rémi,
au bout de 3 secondes, j'oublie cet avatar. Je sais que c'est toi qui es en train de même s'il est vilain, c'est pas sympa ça. Même s'il est très réaliste, non, même s'il est vilain. Ceci dit, des laboratoires de recherche chez Facebook, il y en a un à Pittsburgh qui travaille sur l'avatarisation. Il y a une vidéo qui montre à quel point le niveau de réalisme en matière d'avatar va devenir confondant. Voilà. Pour revenir à la formation, oui, on peut déjà aujourd'hui se former à plusieurs simultanément, être dans une salle de classe ou une salle d'apprentissage en réalité virtuelle. Mais c'est vraiment la définition de la EdTech, c'est-à-dire la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bravo Bertrand, et moi je vous invite tous à aller tous les vendredis matins, c'est gratuit, c'est à Paris, au pavillon, venez en famille, avec les enfants. Non, je plaisante. Inscrivez-vous, il y a un Eventbrite, tapez sur Google visite guidée du pavillon, il y a un petit Eventbrite pour s'assurer qu'on ne sera pas pris d'assaut par des milliers de visiteurs que tu vas nous envoyer à chaque fois. Je serais ravi qu'il y en ait beaucoup. Mais en tout cas, non, franchement, c'est très chouette cette affaire et on découvre ce que pourra être demain en partie l'avenir de la formation et l'avenir de l'enseignement. Merci beaucoup Bertrand d'être venu échanger réellement avec nous sur la réalité virtuelle pour ce podcast EdTech France et d'être venu nous éclairer sur les enjeux de cette technologie en plein boom. Merci de m'avoir invité Rémi, à bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à Laura Macari pour sa préparation.